sommaire de cette édition, le gouvernement congolais a menacé de porter plainte contre Human Rights Watch, qui l'accuse d'avoir recruté des éléments du M23 pour réprimer les manifestations de l'opposition en 2016. Au Cameroun, près d'une semaine après son interpellation, l'écrivain Patrice Nganang a vu sa garde à vue prolongée de 48 heures ce lundi. Et puis, une partie du marché central de Bamako au Mali a été ravagée ce lundi par un incendie. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bonjour. La date du second tour du scrutin présidentiel au Libéria est enfin connue. La Commission électorale nationale a annoncé qu'elle se tiendra le 26 décembre prochain. Le scrutin opposera l'ex-star du foot George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai. La Commission électorale nationale du Libéria met ainsi fin au suspense sur la tenue du second tour de scrutin présidentiel. Elle a fixé la date de l'élection au 26 décembre. Selon l'arrêt de la Cour suprême prononcé le 7 décembre, la Commission est dans l'obligation d'entamer le processus de l'organisation du second tour. Un scrutin initialement prévu pour le 7 novembre dernier, avant d'être reporté sine die par la Cour suprême qui avait enjoint la Commission de statuer d'abord sur le recours des candidats ayant été éliminés au premier tour. Leur recours avait finalement été rejeté par la Cour par 4 voix contre 1. Dans leur recours devant la Cour suprême, les candidats déboutés dénonçaient des fraudes massives et des irrégularités flagrantes relatives au scrutin. Mais la commission électorale a jugé que les plaignants n'avaient pas apporté la preuve irréfutable que le vote avait été entaché de fraude faisant état d'erreurs matérielles sans conséquence sur le résultat final et corrigé par la suite. En République démocratique du Congo, la ministre des Droits humains Marie-Ange Moucho-Bekwa a tenu ce week-end un point de presse en réponse à un rapport de Human Rights Watch. Dans ce document, l'ONG accuse le gouvernement congolais d'avoir recruté des éléments de l'ex-mouvement rebelle dénommé M23 pour réprimer les manifestations de l'opposition en décembre 2016. On la suit. Du premier au dernier mot, on ressent la haine et la rage de Madame Ida Sayer envers et contre les autorités de la République démocratique du Congo pour des raisons qui lui sont propres. Ce rapport renferme des accusations grossières qui ressemblent au règlement de compte. Telle est la réponse de Madame la ministre des Droits humains, Marie-Ange Moucho-Bekwa, au rapport de Human Rights Watch, dans lequel l'ONG accuse le gouvernement congolais d'avoir recruté des éléments de l'ex-mouvement rebelle dénommé 123 pour réprimer les manifestations de l'opposition en décembre 2016, réclamant le départ de Joseph Kabila Kabange. Pour la ministre des Droits humains, l'ex-mouvement rebelle M23 a été combattu et anéanti par les forces armées de la République démocratique du Congo pour une seule raison, celle de rétablir l'ordre public et l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Répondant aux questions des journalistes sur la localisation des M23, Marie-Ange Moucho-Bekwa a précisé que, sous le schéma de sortie de crise de l'Union africaine et de l'ONU, ces forces rebelles seraient actuellement repliées au Rwanda et en Ouganda, selon l'accord signé à Addis Abeba en février 2013. Bien que ces mouvements rebelles M23 aient violé les accords en s'introduisant à plusieurs reprises à l'est du pays tout en changeant de nom. Pour Madame la ministre des Droits humains, ce rapport aurait qu'un seul but, celui de déstabiliser politiquement la République démocratique du Congo. Bien plus, les conclusions de ce rapport laissent transparaître un acharnement de Ida Sayer sur le gouvernement congolais, un lynchage politique contre le président de la République afin de baliser le chemin pour le président que Human Rights Watch s'est déjà choisi à travers Madame Ida Sayer à la place du peuple congolais. Elle invite cependant Human Rights Watch à éviter de porter des accusations gratuites et mensongères contre l'État congolais, susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires.
Allons à présent au Cameroun où l'écrivain Patrice Nganang était toujours détenu ce mardi et ce, près d'une semaine après son interpellation, sa garde à vue ayant été prolongée de 48 heures ce lundi. Interpellé la semaine dernière à l'aéroport de Douala alors qu'il devait partir à Harare pour y rejoindre son épouse, l'écrivain Patrice Nganang d'origine camerounaise a vu sa garde à vue prolongée de 48 heures ce lundi par le procureur de la République. Il devrait en principe être présenté devant le procureur au terme de cette garde à vue. Son avocat, maître Emmanuel Smith, estime que la garde à vue est illégale, étant donné que celle-ci ne lui a pas été notifiée après son interpellation. Selon lui, la police reproche à Patrice Nganang des faits de menaces de mort contre le président Paul Biya, des faux et usages de faux et une immigration clandestine. Dans l'enquête sur le vaste patrimoine en France des proches de l'ex-chef de l'État gabonais, Omar Bongo, l'ONG Transparency International a demandé ce mardi l'audition de 10 membres de la famille Bongo. Cette audition devrait relancer les investigations achevées fin août dernier dans l'affaire des biens mal acquis. En demandant cette audition, l'association anticorruption constituée partie civile dans l'enquête souhaite notamment que Pascaline Bongo, une des filles de l'ex-chef de l'État, soit entendue. Et pour cause, les investigations ont montré que Pascaline Bongo est propriétaire de 3 appartements à Paris, notamment, et de plusieurs véhicules de luxe acquis en France. Ce journal se poursuit. Amnesty International a accusé ce mardi les gouvernements européens de complicité dans la détention des migrants dans des conditions épouvantables en Libye. L'organisation leur reproche notamment leur aide aux gardes-côtes libyens impliqués, selon eux, dans le trafic d'êtres humains. Plus de précisions à travers ces images. Selon Amnesty International, les gouvernements européens sont complices de la torture et des abus endurés par des dizaines de milliers de réfugiés et de migrants détenus par les autorités libyennes de l'immigration dans des conditions épouvantables en Libye. L'Organisation de défense des droits de l'homme, à travers un rapport, leur reproche notamment leur aide aux gardes-côtes libyens impliqués selon elle dans le trafic d'êtres humains. Selon Amnesty International, les gouvernements européens ont fourni notamment à la Libye leur assistance au département de lutte contre l'immigration clandestine qui gère les centres de détention en Libye et ont formé et fourni des équipements aux gardes-côtes libyens pour qu'ils interceptent les migrants en mer. Mais c'est sans penser aux conséquences pour les personnes bloquées en Libye. Des dizaines de milliers de personnes sont détenues indéfiniment dans des centres de détention surpeuplés où elles subissent des sévices systématiques. Appelant à la libération immédiate de tous les ressortissants étrangers détenus dans les centres de détention en Libye, Amnesty International appelle les gouvernements européens à repenser leur coopération avec la Libye en matière d'immigration et permettre aux personnes de se rendre en Europe par les voies légales. Pendant ce temps, au Soudan du Sud, les combats entre clans rivaux qui s'affrontent depuis une semaine à coups de mitrailleuses et lance-grenades pour du bétail dans le centre du pays ont fait plus de 170 morts et près de 200 blessés. Une information confirmée par des autorités locales de la région des Western Lakes, à 250 km au nord-ouest de la capitale, Juba. Plus de 170 personnes ont été tuées en une semaine de combat entre clans rivaux qui s'affrontent à coups de mitrailleuses et de lance-grenades pour du bétail dans le centre du Soudan du Sud. Le nombre de blessés a atteint presque 200, selon les autorités de la région des Western Lakes, à 250 km au nord-ouest de Juba, la capitale. Un précédent bilan avait fait état vendredi dernier de 60 personnes tuées dans ces combats, qui ont commencé le 6 décembre dernier entre 2 clans rivaux de l'ethnie Dinka, les Rup et les Pakam. Le gouvernement a déclenché un état d'urgence dans la région, impliquant le déploiement de soldats dans les zones où les autorités locales ont été débordées par les affrontements. Lors de ces affrontements, des maisons ont été brûlées et des résidents forcés de fuir leur village. Les communautés pastorales au Soudan du Sud mènent régulièrement des attaques pour voler du bétail et se livrer au pillage. Souvent, lors de ces attaques, des femmes sont violées et des enfants enlevés,
ce qui attise le cycle des représailles. Il faut dire que ces tensions accentuent le climat d'insécurité qui régnait déjà dans ce pays, en proie à une guerre civile depuis décembre 2013. Je le disais en titre, au Mali, un incendie a ravagé ce lundi une partie du marché central de Bamako. Les flammes n'ont pas fait de victimes, mais on note d'importants dégâts, estimés à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Les causes du sinistre n'étaient pas connues dans l'immédiat, mais les autorités locales ont évoqué la piste criminelle. Des étalages enfumés ainsi que des magasins calcinés, c'est le triste tableau présenté par le marché central de Bamako très tôt dans la matinée de lundi dernier. Les causes du sinistre n'étaient pas connues dans l'immédiat, mais 3 foyers simultanés d'incendie ont été détectés, ce qui pousse les autorités locales à envisager une piste criminelle. Aucune victime n'a été enregistrée, mais les pertes causées par le sinistre sont évaluées à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Vraiment, c'est un dégât très énorme. Et jusqu'à présent, il y a le feu qui est en train de brûler. Les sapeurs-pompiers sont là, mais c'est insuffisant. D'abord, l'accès pour venir au feu est très difficile. Il n'y a pas assez de camions. C'est le problème de tous les marchés africains. Le problème, c'est le problème de cheminement. Et on n'avait pas la voie d'accès et que les kiosques étaient construits au niveau des voies d'accès. Et on avait un problème majeur de voies d'accès. Et ensuite, il y avait un problème d'eau. Il fallait quitter pour aller se ravitailler à 2 km, 3 km. Et le marché a des poteaux, mais ces poteaux ne sont pas alimentés. C'est ça le problème majeur. Le feu a été maîtrisé en moins de 6 heures de temps grâce à une intervention décisive de la protection civile et de la SECNA. Le marché central de Bamako avait déjà subi en 1993 un incendie qui l'avait presque totalement brûlé. Et puis, des dizaines de dirigeants étaient réunis ce mardi à Paris pour un environnement sain. Le sommet a pour objectif de donner un coup d'accélérateur au financement de la lutte contre le changement climatique. Un défi immense 2 ans après la signature de l'accord de Paris. Arnold Schwarzenegger et Marion Cotillard ont fait le déplacement mardi au One Planet Summit à Paris. Mission principale, promouvoir de meilleures pratiques en matière d'environnement. L'idée de ce sommet a été lancée par Emmanuel Macron après l'annonce par Donald Trump du retrait américain du pacte historique de 2015 contre le réchauffement terrestre. Cet accord vise à contenir la hausse de la température sous le seuil critique de 2 degrés Celsius, mais sur la base des engagements pris par les États. La planète se dirige toujours vers plus de 3 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui justifie davantage d'inquiétude. Déjà, une hausse de moins de 1 degré Celsius a suffi à provoquer plus de précipitations, le rétrécissement de la banquise ou l'augmentation du niveau moyen des océans. Pour réduire les gaz à effet de serre et atteindre les objectifs, il faudra des investissements massifs. 3,5 milliards d'investissements dans le secteur énergétique chaque année pendant 30 années seront nécessaires pour contenir l'augmentation des températures à un minimum de 2 degrés Celsius, à en croire l'Agence internationale de l'énergie. Les pays du Nord ont promis de porter à 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 leur financement climat aux pays du Sud qui réclament des assurances sur cette promesse, en particulier pour pouvoir s'adapter aux impacts des dérèglements. Parmi les engagements qui pourraient être annoncés, des dons de fondations, des coalitions pour la neutralité carbone ou contre le charbon. Une 60aine de chefs d'État et de gouvernement prennent part à cette rencontre sur l'île Séguin. Les États-Unis, dont le président n'était pas invité, se feront représenter par un chargé d'ambassade. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.